Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une belle collaboration entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL. Mon nom est Martine Laval. Nous accueillons aujourd'hui une autrice des Laurentides, Madeleine Fortier. Bonjour Madeleine. Bonjour Martine, comment vas-tu? Ça va très bien par ce temps un petit peu tristounet, mais nous allons l'éclairer de toute ta belle créativité. On va commencer par le début. Bon, tu es d'abord écrivaine et conférencière, mais ta vie de professionnelle n'a pas été que ça. Tu as d'abord été conseillère en transition de carrière, ce qui t'a fait, donc développement des talents et des compétences, ce qui t'a fait écrire au tout début, trouver un emploi qui vous ressemble. Je trouve ça important de le mentionner, même si ça fait 30 ans, parce qu'on est encore là-dedans et de plus en plus avec nos jeunes, qu'on incite justement à faire ce qu'ils aiment. Oui, pour moi, c'était très important d'amener les gens à bien se connaître pour trouver un travail à leur image et non pas n'importe quoi. Donc, j'avais à ce moment-là, après mes 30 ans de carrière dans la carrière, j'avais décidé d'écrire un guide justement avec tous les outils que j'avais développés au fil des années pour que ça soit en même temps un processus autonome, que les gens puissent utiliser ces outils-là, les réflexions aussi que je les amenais à faire pour pouvoir trouver quelque chose à leur image. Mais je trouve ça intéressant parce que, justement, c'est intemporel, il semble bien, puisque, en fait, trouver un emploi qui vous ressemble, c'était comment trouver un bon emploi si on ne sait pas qui on est et ce qu'on a à offrir. Exact. C'est la première chose, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nécessairement l'exercice qu'on fait. Et bien souvent, bon, il faut faire de l'argent, il faut être dans une... Bon, etc. Donc, on est rendu ailleurs. Et moi, je peux dire que ça peut servir à nos enfants, nos petits-enfants, pour se lancer. Alors ça, c'était une introduction qui était importante d'où tu venais. Parce qu'après, évidemment, est venu le très beau livre « Usure de compassion », Jusqu'où aller sans se brûler. Un autre livre très d'actualité, puisque c'est un guide de sensibilisation et de prévention, donc outils et réflexions. Et ça, évidemment, pour l'avoir vécu personnellement, et oui, pour être allé trop loin, oui, etc. J'aurais aimé peut-être avoir cet outil-là à ce moment-là, mais ce n'est pas perdu. Je crois qu'on en a besoin dans toute cette ère de proches aidants, d'aidants naturels, de vieillissement de la population et du sort que nous réservons à nos personnes âgées. Tu veux me dire un petit mot? Je crois que tu faisais d'ailleurs des conférences sur le sujet. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai été proche aidante pendant 12 ans. Et 12 ans? 12 ans. 12 ans. Puis au bout de 12 ans, quand mon premier conjoint est décédé, je suis tombée en mille morceaux, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que, comme je dis aux gens, j'avais jamais passé de temps à penser à moi. Non. Et quelques années plus tard, en fait, ça a pris beaucoup d'années avant que je remette sur pied. Et quelques années plus tard, j'ai découvert des textes parce que je voulais faire j'étais en train de faire une formation en santé mentale et j'ai découvert des textes qui parlaient d'usure de compassion. J'ai dit, ben mon Dieu, c'est extraordinaire parce que c'était exactement ce que j'avais vécu comme proche aidante et c'est ce que j'étais aussi en train de vivre dans mon travail comme conseillère auprès de femmes qui étaient en difficulté de réinsertion sur le marché du travail. C'est une clientèle que je connaissais moins et j'étais en train de vivre des choses un peu semblables à ce que j'avais vécu quand j'étais proche aidante. Alors j'ai dit, bon, ben voici la réponse, voici ce que je suis en train de vivre et comme on n'en parle pas, il faut que j'en parle. Alors j'ai commencé en 2014 à faire des conférences proches aidants, des formations pour les intervenants et aussi pour les bénévoles et je continue depuis ce temps-là. Ça se poursuit? Ça se poursuit, puis j'ai développé d'autres conférences qui vont autour de ça parce que quand je parle d'usure de compassion, je parle un peu du stress, je parle un peu de la culpabilité, je parle d'autocompassion, je parle aussi de la gestion du temps parce qu'on a plusieurs rôles à jouer, puis les journées sont pas étirables d'un bord ou de l'autre. Et donc, je suis rendue à 6 conférences maintenant. La petite dernière s'appelle tout simplement « Prendre soin de soi », où là, on met le focus sur prendre soin de soi, l'importance de prendre soin de soi et les obstacles qui nous empêchent de prendre soin de nous. Ah, ça, c'est une bonne idée parce qu'on a beau faire, on a beau dire, on entend bien tous ces messages. Oui, on ressent bien ça, mais de là à le faire, moi, je sais que ça n'a pas été
possible pour moi. Je me cherchais vraiment et puis je croyais que vraiment j'étais complètement dédiée à ma cause de ma maman. Et je dois dire que ça a été quelque chose. Puis c'est vrai qu'on ressent une culpabilité. C'est notre maman, c'est notre papa, c'est notre conjoint, c'est notre proche. Ouais. Bon, c'est très difficile. Et toi, donc, tu nous emmènes sur ce chemin-là pour qu'on essaie de décortiquer un peu notre mental et notre cœur pour essayer de... Mais il y a même l'âme là-dedans. Moi, j'ai toujours dit que c'est un accord entre mon cœur et mon âme qui font que non, je ne laisserai pas ma maman aller. Puis bon, au bout de quelques années, les choses changent, mais et qu'on n'est pas capable de prendre soin de soi. C'est de comprendre, dans le fond, que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux plus prendre soin des autres. Comme je dis aux gens, si mon verre est vide, comment est-ce que je peux donner à boire à l'autre? Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'amène les participants à réfléchir. Je les amène aussi, je leur donne des outils pour s'auto-évaluer, puis aussi pour comprendre mieux comment ils fonctionnent. Puis on sort toujours avec un plan d'action. Tout le temps. Je leur dis, si vous ne sortez pas, tant que ce n'est pas fait. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, donc j'ai commencé en 2014, et en 2017, j'ai dit, tiens, je voudrais rejoindre encore plus de gens. Alors, c'est là que j'ai écrit mon livre, Usure de compassion, et j'ai fait des entrevues avec des bénévoles. J'ai 18 entrevues, en fait, que j'ai fait là-dedans pour ce livre-là. 18 entrevues, bénévoles, proches aidants et intervenants, plus, évidemment, mon cheminement à moi. J'ai inventé aussi des outils particuliers que j'ai mis là-dedans. J'en ai d'autres que j'ai vraiment... Des entrevues qu'on peut voir sur ton site? C'est des entrevues... Non, c'est des entrevues que j'ai en fait... Des entrevues simplement que j'ai synthétisées à l'intérieur du livre. Ah, d'accord, je comprends. Filmées. C'était pas des entrevues filmées. D'accord. C'est des questions que je posais aux gens, et puis j'ai choisi là, des éléments de ces entrevues-là. Donc, on a tout ce parcours-là dans ce livre-là. C'est exact, oui. Depuis ce temps, tu es devenue un autre genre d'écrivaine. Tu as créé d'autres choses. Donc, est-ce qu'on commence avec la légende d'Astrid? Non, ça, c'est mon petit dernier. C'est ton petit dernier. Alors, on va garder le dernier en... Oui, OK, alors... parce que dans le fond, c'est ça, c'est que moi... ce que je veux faire, c'est aider les gens. Montre-nous dans ton évolution. Vas-y. Alors, j'ai toujours voulu aider les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit mes 2 guides, parce que Usure de compassion, c'est un guide. Trouver un travail qui vous ressemble, c'est un guide. Donc, c'est des outils. Mais en même temps, je voulais transmettre mes messages autrement. Je voulais continuer à aider les gens, mais d'une autre façon. Puis je voulais aussi, j'ai toujours voulu apporter de la joie ou du bonheur ou enfin un peu illuminer la vie des gens. Ça a l'air peut-être un peu prétentieux, mais c'est mon objectif. Alors là, je me suis dirigée un peu plus vers... j'ai aussi toujours un petit aspect là, pédagogique dans mes affaires. Toujours, j'aime ça, que les gens puissent apprendre des choses. Moi, je suis curieuse, j'aime apprendre, puis j'aime transmettre ce que j'apprends. Alors, mon premier ouvrage, c'est vraiment un album illustré pour enfants qui s'appelle Marjorie au pays de l'arc-en-ciel. Qui reflète très bien ce que tu viens de dire, d'ailleurs. Je crois que oui. Alors, tu vas... Je crois que oui. Puis d'ailleurs, j'ai créé cette petite poupée-là parce que c'est ma Marjorie, là, et puis je me prépare l'année prochaine à faire des animations dans les écoles avec ma petite poupée. Et c'est toi qui as fait les illustrations. C'est moi qui ai fait les illustrations. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on peut les voir à l'écran? J'ai joint deux formes d'art que j'adore. Et ce que je voulais faire avec ça, 2 choses en fait. Je voulais aider les enfants qui se sentent seuls, leur faire prendre conscience qu'ils sont pas tout seuls. Et je voulais aussi avoir un aspect pédagogique assez important, donc les aider dans l'apprentissage de la lecture par des mots-clés, des petits symboles et des exercices pédagogiques que j'ai mis à la fin. Alors, chaque fois qu'il y a un mot dans ton livre, j'ai trouvé ça très joli et très amusant. Lorsqu'il y a un mot, par exemple, un mot simple. Un mot, par exemple, arc-en-ciel. Alors, il y a tout de suite un petit dessin de l'arc-en-ciel à côté. L'arc-en-ciel est en gras, ce qui fait que l'enfant remarque que, c'est arc-en-ciel. Il finit par, finalement... Et à la fin, il y a un petit devoir, en fait, qui peut se faire, où on associe, évidemment, le mot avec le dessin. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Vraiment, je trouve ça vraiment très joli. Et comme tu dis, tu y as mis également ta petite Marjorie que tu as fabriquée.
que j'ai fabriqué moi-même avec mes mains, oui. Alors, tu fais tes propres outils. Donc, tu t'es créé un très beau livre, tu l'as illustré et tu as créé ce personnage, j'imagine, qui te suit dans tes petits ateliers, j'imagine, avec les enfants. Ben, j'ai pas encore commencé Non? ce genre d'atelier-là. J'ai plutôt commencé avec Astrid, dont je vais vous parler là, dans pas longtemps, parce que ça, c'est la dernière de tout. Fait que là, après ça, bon, j'ai fait ça. Puis là, je me suis amusée à créer des nouvelles. OK. J'ai dit, pourquoi pas? Alors là, on tombe dans Ça, de on tombe dans mystérieuses disparitions. disparitions. D'accord. Donc là-dedans, j'ai 3 nouvelles. Oui. C'est des nouvelles mystérieuses, un petit peu... Un petit peu illustré. Enfin, il y a des photos Oui, dedans. j'ai été chercher des photos. J'ai même fait quelques dessins. OK. Puis, le but, c'était plus pour m'amuser, dans le fond, mais c'était... En même temps... Mais c'est un drame fantastique. Drame fantastique. Là-dedans, il y en a il y a un personnage qui vit des choses assez particulières parce qu'il est tellement prêt à dire oui à tout qu'il disparaît tranquillement. Pas juste mentalement, mais physiquement aussi. Fait que, tu sais, encore là, pour moi, c'est une autre façon de transmettre les messages. Hein. Apprendre à dire non parce que sinon, on risque de ne plus être là. Ah. Ça, c'est... Mais vas-y, continue. C'était... Oui. Bon, les 2 autres, c'est plus des histoires... C'était pour montrer jusqu'où l'amour inconditionnel peut nous amener aussi. Mais j'en dis pas plus, parce que je veux pas trop raconter l'histoire, mais je sais pas, est-ce que j'en parle plus? Ben, c'est à ton goût, c'est toi qui sais, parce que bon, quand même... oui, c'est plus spécifique les 2 autres, mais c'est comme tu veux, si tu veux pas quand même brûler le punch non plus, là. Mais c'est quand même, c'est ça. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le premier personnage, son épouse a été happée par une voiture, donc elle est décédée, puis lui, il accepte pas ça, il est très, très malheureux, fait qu'il veut la faire revenir. Mais là, en voulant la faire revenir, ça l'amène à faire un pacte avec... quelqu'un d'assez démoniaque, et il se retrouve, il est obligé, pour faire plaisir à sa conjointe défunte qui lui a demandé, il est obligé de faire disparaître des gens puis de les envoyer auprès d'elle. Et pour ce faire, il joue de la guitare, mais il n'est plus capable d'arrêter. Alors, c'est pour ça que les gens disparaissent. Dans le métro de Laval. Oh, d'accord, ça se passe passe chez nous. C'est très dangereux, le métro. Très, très dangereux. Bon, Puis, on va garder le mystère. L'autre histoire, même, c'est un couple. Le mari est un peu conservateur, la femme est plus aventureuse, puis s'en vont à un endroit un peu étrange. Celui-là finit mal. Bon. Mais c'est... C'est tout! C'est tout, j'en dis tout. pas plus. Mais c'est du fantastique. J'ai eu du plaisir à faire ça. Oui, j'ai eu du plaisir. Ça t'a emmené ailleurs, là, finalement. Ça m'a amené que dans ailleurs. ta grande réalité de tes premiers livres, Oui, là. absolument. C'était vraiment amusant comme exercice. Ça me tentait de le faire. Ah, c'était un exercice. Et est-ce que tu referais quelque chose de semblable encore quand tu t'en vas dans ta tête? Est-ce que ton imagination s'en va encore dans le fantastique ou... écoute, j'ai un livre qui va paraître avec les éditions Loélie, et c'est une histoire, c'est pas le même genre, mais c'est encore un petit peu dans le fantastique, dans le légendaire aussi. Puis j'en ai écrit une autre avec des dragons et tout ça. J'aime ça tourner autour de ça. Mais lui, je voulais faire une suite éventuellement, puis parce que j'ai inventé un personnage qui est un inspecteur, puis lui, c'est un inspecteur qui est chargé de découvrir des choses mystérieuses, dans le fond, des choses bizarres. Toutes les choses bizarres, on lui donne à lui. Là. Puis là, j'avais envie de continuer avec lui aussi éventuellement, là, lui faire découvrir d'autres événements bizarres, puis le faire enquêter là-dessus. En tout cas, c'est à suivre, mais là, j'ai tellement de projets que une chose à la fois. Hey, ça travaille là-dedans, hein? Ça travaille fort là-dedans. Alors là, on tombe dans Ma sœur au-delà des siècles, qui est un roman historique, en fait. Oui. Mais vas-y, j'interviens après. Alors, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit parce que moi, je suis une historienne d'art de formation. Historienne de formation. Historienne d'art, oui. Et puis, j'ai toujours été fascinée par le peintre Jérôme Bosch, peintre hollandais, pas hollandais, néerlandais du 15e siècle, qui fait des choses assez monstrueuses. Et là, je voulais écrire un livre sur lui. Donc, on ne connaît pas, on ne sait rien de lui, on sait à peu près quand est-ce qu'il est né, puis on sait quand il est mort, c'est tout. Fait que là, je suis partie de son idée, de ses peintures à lui. Je suis partie de ce que je savais de lui. Puis là, j'ai inventé un personnage
qui était son apprenti, une jeune fille. Puis là, j'ai inventé un autre personnage, qui est mon héroïne, qui vit au 21e siècle. Et puis là, j'ai fait en sorte que ces deux-là se rencontrent et s'entraident à 500 ans de distance. C'était très intéressant parce que j'ai été obligée d'apprendre comment ça se passait dans les ateliers à l'époque, au 15e siècle, la vie des femmes au 15e siècle, pour pas dire des choses qui étaient incongrues, qui se pouvaient pas. C'est beau romancer, mais il faut quand même avoir oui, il faut que ça se tienne quand même. Hein? Oui. Puis la couleur, comment ça se faisait. En tout cas, c'était vraiment fascinant. Oui, puis je dirais que ça m'a tellement fascinée que j'ai dit, ben là, tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai réappris sur le Moyen-Âge, parce que c'était ma période favorite, et tout ce que j'ai appris sur Jérôme Bosch, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Alors, je vais donner bientôt des cours à l'Université du 3e âge sur Jérôme Bosch, Dali et Edouard Munch. Wow! Tu vois, ça mène loin, là, la littérature. Là. Oui, absolument. Ça te fait toucher. En fait, c'est que tu as tellement... tu as un arc-en-ciel, tu as un arc-en-ciel d'intérêts et tu les exploites, de talents et tout ça, et tu les exploites les uns après les autres. Tu fais vivre tous tes talents et tu fais émerger toute ta créativité et ça, c'est très, très beau. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la légende d'Astrid, ton petit dernier dont tu viens de faire le lancement. Oui, j'ai fait Alors le là, lancement. je te laisse vraiment aller. Donc, 4 contes étiologiques et des contes... Les contes du pourquoi. Du pourquoi. Les contes étiologiques, c'est des contes des origines. Il y a beaucoup de contes étiologiques autochtones où on explique pourquoi le ciel est séparé de la terre, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle plus simplement les contes du pourquoi, qui expliquent des phénomènes naturels, humains ou dans la vie des animaux, à partir de questions toutes simples qu'on se pose. Pourquoi le ciel est bleu? C'est sûr qu'on peut donner une réponse tout à fait scientifique et rationnelle, mais moi, ce que je veux amener les gens à faire, c'est de répondre, d'imaginer une histoire qui explique pourquoi le ciel est bleu. Exemple, si tu permets, je vais te donner un exemple. Bien sûr. Je ne le développerai pas parce que c'est quand même assez long. Je l'ai développé pour mon lancement d'hier. Alors, si je dis pourquoi le ciel est bleu, je peux dire qu'à l'époque, il y a bien longtemps. Alors, en fait, les contes du pourquoi, ça marche en 3 parties. Dans ces temps-là, il est arrivé quelque chose et depuis ce jour. Donc, dans ces temps-là, le ciel était d'un vert très sombre. Puis les gens se plaignaient parce que, bon, c'est pas très agréable de vivre toujours dans le sombre, dans le noir. Il y avait juste la lune qui éclairait le ciel. Alors, ils ont été voir le sorcier du village, qui est un sorcier puissant. Puis, ils ont expliqué leur doléance. Puis, il a dit, bon, OK, je vais faire des incantations pour régler le problème. Alors, ce qu'il a fait, c'est, bon, il a fait ses incantations. Et puis là, on a vu une petite boule jaune pâle qui est apparue dans le ciel, tout tranquillement. Elle n'était pas encore très, très lumineuse, mais un peu plus que la lune déjà. Et plus cette boule ronde prenait de la vigueur, de la luminosité, plus le ciel devenait bleu. Parce que le soleil avait besoin du jaune pour resplendir. Et c'est depuis ce temps que le ciel est devenu bleu. Tu vois un peu? Alors, ce que je veux amener les gens, c'est à se poser des questions sur le monde qui les entoure, observer, regarder avec un autre regard, dans le fond. Se poser des questions, puis inventer des réponses. Et ça, tu vois, c'est assez particulier parce que quand j'ai cherché des contes du pourquoi ici, au Québec, j'ai rien trouvé. À part, comme je te dis, les contes étiologiques des Autochtones. J'ai fait venir de la documentation, des livres de l'Europe, de France. C'est là que c'est très à la mode. Même c'est très utilisé dans les écoles. Et moi, c'est ce que je veux faire. Donc, ce que je veux faire, c'est faire des ateliers d'écriture de contes du pourquoi, parce que, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour les adultes, je trouve que c'est une excellente façon de développer son imagination. Et c'est simple, c'est rien de compliqué. 3 étapes, 1, 2, 3. Et ce seraient des enfants, tu viserais des enfants de quel âge? 8 ans. 8 ans montant. Puis aussi, là, comme là, tu vois, le 22 octobre, je fais une animation à la bibliothèque de Sainte-Thérèse et c'est une animation famille, donc adultes et enfants. Puis hier, j'ai fait l'animation. Oui, parce que c'est bon pour l'imagination de tous et toutes. J'ai fait une animation seulement pour les adultes hier, lors de mon lancement. Puis
Les gens ont beaucoup aimé ça. Alors, je leur posais la question, pourquoi les girafes ont un long cou? Et je leur avais demandé de réfléchir à ça un petit peu avant notre rencontre. Et ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que tout le monde avait une réponse différente. C'est sûr qu'au début, bon, on dit, OK, les girafes ont des petites pattes, petits coups. OK, ça on s'entend là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est là que l'imagination arrive. Et pour ce faire, ben, c'est ça, j'ai créé Astrid. Astrid va avec mon livre. En fait, c'est la première histoire qui explique pourquoi, dans le village de Roms, la neige est devenue noire. Ça, c'est la légende d'Astrid. Après ça, j'ai une autre histoire dans mon livre qui dit pourquoi les chiens ont des queues. Parce que j'explique que dans le passé, les chiens n'avaient pas de queue, ils n'en avaient pas besoin. Donc, j'explique pourquoi et j'explique qu'est-ce qui est arrivé, qui a fait en sorte qu'ils ont maintenant des queues pour communiquer avec les humains. Et puis, ben ça, c'était ma petite girafe là, pour mon animation hier. Elle s'appelle Olaf. Et j'ai aussi une autre histoire qui est pourquoi les poules n'ont plus de dents, parce que j'ai découvert, et je peux vous le prouver, j'ai une image, je peux vous prouver que les poules avaient des dents auparavant. Ah, ouais. Bien, je vous jure, c'est ce qu'on appelle une protopoule. Une protopoule. Elle n'est pas très jolie. Oui, d'accord. Une protopoule! Tu nous en apprends des choses. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, elles n'en ont plus? Et le petit dernier que j'aime beaucoup aussi, c'était, en fait, je peux vous lire ici, « L'air en a assez d'être inodore, incolore, invisible et oublié. Trouvera-t-il enfin un moyen de se faire reconnaître par les humains? » Donc, celui-là s'appelle « Pourquoi il y a du brouillard? » Donc, le brouillard est une façon pour l'air de communiquer. Alors, voyez-vous, l'idée avec ça, c'est qu'on peut, c'est infini. On peut vraiment aller dans toutes les directions. Puis, c'est ça, c'est que chaque personne, quand on parlait hier de pourquoi les girafes ont un long cou, chaque personne a donné une réponse selon sa personnalité. C'est vraiment fantastique. Ah oui. Ouais. Et pour ce faire, donc pour agrémenter tes histoires et tes conférences, etc., tu t'es mise au tricot, en fait, au crochet. Au crochet, oui. Pour apprendre à faire tes propres personnages. Alors voilà, encore une autre chose. Et pourquoi pas? Je ne sais pas faire ça, je voudrais en faire. Tu t'es mise à faire toi-même tes personnages. Montre-les un petit peu tes personnages. Oui, alors ben, je vous présente Astrid, donc. Astrid, qui est une jeune femme de... Regardez-moi ça, tout fait main, au crochet, une néophyte qui est devenue vraiment une jolie artiste, une artiste qui fait de très jolies choses. Alors, elle, c'est ça, je dirais norvégienne, probablement. D'accord. Ça, c'est Marjorie, évidemment. Marjorie. J'en ai deux. Ça, c'est... j'ai une Marjorie un petit peu plus grosse. C'était ma première expérience, mais je préfère celle-là, elle est un petit peu plus mignonne, avec ses petites couettes. Donc, elle, ça va avec le deuxième tome de Marjorie que je suis en train de faire aussi. Le deuxième volume qui va l'amener aux Pays-Bas. Parce que, comme mon histoire se passe aux Pays-Bas, j'ai dit, ben, tant qu'à avoir appris tellement de choses sur les Pays-Bas, pourquoi ne pas l'utiliser dans un autre livre que je vais faire pour Marjorie? Tu sais bien faire les choses. Donc, il y a pas mal de travail sur la table, là, pour toi. Il y a pas mal de projets en cours. Oui, il y a la suite. En fait, je suis en train de travailler sur la suite de Marianne, en fait, de Ma sœur par-delà les siècles, où là, je développe un peu plus la relation, parce qu'elle a rencontré quelqu'un aux Pays-Bas. Et je développe en même temps la relation, je développe un peu plus aussi l'histoire de Jérôme Bosch et l'histoire de son apprenti. Puis je suis en train aussi de travailler sur le troisième, où là, on a découvert dans une toile de Jérôme Bosch un personnage qui ressemble à Dali. Alors là, je vais aller creuser ça un petit peu plus loin. Là, je m'en vais en Espagne avec mon héroïne. Et pour Marjorie, ben, je vais l'amener dans plusieurs pays parce que je veux amener les enfants à découvrir d'autres cultures. Je vais aussi utiliser le plus possible des légendes reliées à chaque pays, comme aux Pays-Bas, la légende du petit garçon qui a mis son doigt dans la digue pour éviter que son village soit noyé, etc. Donc, en même temps, tu apprends des choses particulières pour chaque pays. Je suis en train aussi, parallèlement, de faire une suite à l'usure de compassion, où là, je parle plus de ce que j'ai ressenti en rencontrant les gens. Soit les proches aidants, soit les intervenants. Puis des articles aussi que j'ai écrits, parce que j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet. Et j'ai interviewé un travailleur de rue, une proche aidante professionnelle, en fait, qui est payée pour être proche aidante,
Et j'ai interviewé également comment on appelle ça, une mère aidante. Donc, quelqu'un qui a vécu des problématiques de santé mentale et qui aide d'autres personnes dans la même situation. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Donc, ça fait quelque chose de différent. C'est pas un guide, c'est vraiment, je donne pas d'outils, je fais juste raconter. Donc, ça donne des une gens vont se dimension. retrouver là-dedans Oui. probablement, puis vont pouvoir peut-être agir pour se sentir mieux ou mieux comprendre, en fait, ben, ça leur donne propre processus. Ça donne une dimension peut-être un peu plus facile ou plus humaine qu'un guide avec des outils puis des réflexions. Puis, parallèlement à ça, la semaine prochaine, ben, en fait, je commence à rencontrer des jeunes de 10 à 17 ans à peu près, une quarantaine de jeunes, et je vais parler avec eux du sentiment d'exclusion. Donc, j'ai monté avec une équipe de personnes superbes, des intervenantes d'une maison de jeunes. On a monté tout un processus pour les amener justement à s'ouvrir, à parler, faire des dessins, faire de l'écriture, faire des mises en situation pour que je puisse avoir du matériel, parce que ça, je vais en faire un guide pour pour les ados. Puis j'ai voulu aussi là-dedans mettre un exercice où on parle de la question des réseaux sociaux qui est très importante. Il ne faut pas que j'en dise trop quand je vais leur présenter ça, parce que je veux voir comment ils réagissent. Mais l'exclusion, ça comprend tellement de choses, ça comprend n'est-ce tellement pas? de choses. C'est sûr, je ne pourrais pas toucher à tout, mais je veux voir. Mais c'est important, vraiment. Je veux voir. Il y a un besoin. Est-ce qu'ils ressentent ça? Comment ils le ressentent? Et surtout, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Alors, c'est mes trois questions. Et ça, bien, c'est ça s'en vient, là. C'est quelque chose que je vais faire, là, pour... c'est très structuré, ta pensée est très structurée quand le chemin que tu veux prendre, l'aide que tu veux apporter, ce que tu veux partager, et de tes recherches, et de tes rencontres, et de et toutes ces idées, finalement. Tu ne dois pas avoir grand temps pour lire, pour te divertir. Qu'y a-t-il sur la table de chevet de Madeleine Fortier? Des livres que je connais depuis longtemps, des Agatha Christie, parce que c'est à peu près tout ce que je suis capable de lire, parce que je dois lire beaucoup pour mon travail. Et en plus, je suis correctrice pour une maison d'édition. Donc, ça fait beaucoup de travail, beaucoup Madeleine. De choses. Mais je m'amuse. Écoute, je fais des poupées russes. Je peins des poupées russes, je fais du dessin, je fais mes poupées au crochet, puis... Tu perds pas une minute de ton temps, toi? Je pense pas. Mais tu es dans la créativité, tu es dans... Je suis bien. Dans ce qui mijote en toi, dans ce qui émerge. Alors, c'est quand même bien pour la santé mentale, le cœur, l'émotion, de se dire, oui, on travaille fort, mais on fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime. Mais tu vois, c'est ça que dans le fond... pourquoi je veux dire aux gens qui ont souffert d'usure de compassion ou qui risquent d'en souffrir, c'est que moi, j'ai jamais fait rien de tout ça là, dans cette période-là qui était intense. J'aurais peut-être pu en faire un peu pour moi, faire des choses que j'aimais, et ça m'aurait aidé à passer au travers. C'est le message que je veux leur transmettre. On apprend de nos leçons, n'est-ce pas? Oui. Alors, merci Madeleine pour ce beau partage, pour toute cette créativité, tous ces outils, toutes ces expériences qui aideront beaucoup de gens et qui serviront et qui guideront bien des personnes. Voilà pour aujourd'hui notre belle entrevue avec Madeleine Fortier. Au plaisir, à la prochaine. Merci. Merci.